Le top 6 des ailiers forts 2023. Salut tout le monde, ça se passe bien l'été? J'ai l'impression que oui. Ouais, c'est pas mal. Cette petite série continue de vous animer les lundis. On s'installe, on espère que vous allez bien. Tous les lundis, on se retrouve sur cet été 2023. Attention à la canicule. Pour parler des meilleurs joueurs à chaque poste. Ouah, le bordel que ça a été déjà sur les meneurs, les arrières et les ailiers. On s'est bien marré. J'aime fort cet exercice. Toi, Alex, t'aimes bien? Ah oui, j'aime bien. Les ailiers, c'était vraiment pas simple. Ah ouais. Les ailiers forts, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça un petit peu plus facile. Un tout petit peu. Ouais. Attention, clair. spoiler, vous savez qu'on en a souvent parlé dans le top 100 all-time, lorsqu'on rentrait dans des clubs, parfois des gens se retrouvent laissés à la porte. Chez les ailiers forts, là, les top 6... Je pense qu'avant de se marrer et de dire c'est obvious, c'est ce gars-là, je vous invite à vraiment bien réfléchir, celles et ceux qui sont avec nous là. Vraiment réfléchissez avant de balancer votre top 6 parce que c'est pas facile. Alex, pour remettre dans le contexte comme d'hab, on va parler du poste et on va ensuite faire l'exercice que vous avez vu sur les lundis précédents. Donc on va donner notre top 6. Avant ça, bien évidemment, on aura une petite mention honorable. Juste le poste d'ailier fort. On l'a vu évoluer pas mal, on a parlé pas mal d'ailier dominant. Sur le poste d'ailier fort, on a un peu de tout dans la NBA en 2023-24. On a différents types de... Un peu de tout, tu veux dire dans les profils. Dans les profils, on a des grands spécialistes défensifs qui se sont dit « je suis couteau suisse, maintenant je laisse un peu l'attaque ». On a des excellents protecteurs d'arceaux, on a aussi des grands attaquants, des tout droits, des techniques. Il y a de tout aujourd'hui. Des shooters, des mecs très all-around. Ouais. C'est vrai que c'est des profils très variés. Ouais. C'est peut-être le poste où les profils sont les plus variés. En tout cas, depuis ce qu'on vient de faire, je veux dire, chez les meneurs et les arrières, on avait pas mal de joueurs quand même extrêmement forts offensivement. Ah ouais. Et si t'étais pas hyper fort offensivement, ça devient compliqué quand même de rentrer dans le top 6. Alors que là, c'est faisable. Faut pas être trop faible non plus offensivement. Ouais, salut des gens. Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, quand tu dois faire ton classement, t'en reviens, à un moment donné, au-delà même des lignes de stats qui comptent et tout, t'en reviens aux problèmes de blessure, aux problèmes éventuels de leadership, aux problèmes, c'est pas un problème, mais à la valeur de l'âge. C'est-à-dire que là, contrairement aux ailiers qu'on a fait la semaine dernière, on a chez les ailiers forts, on a un paquet de types, ils sont dans leur prime. Ah ouais, on a moins de 30 dedans. Ans. Ils sont en plein dedans. dedans. Les 26, 30, 31, il y en a un paquet là. Non, clairement. On a des mecs qui sont assez forts dans chaque secteur et c'est vrai qu'il y en a qui ont encore du potentiel à développer. Il y en a qui n'étaient même pas dans la discussion il y a un an et qui sont arrivés et qui ont dit moi avec ma saison justement ça va cartonner. Et ça me permet justement Alex de te tendre la perche parce que on le fait à chaque début d'émission. Il faut bien des critères. Tu venais parler de blessures, on parle d'intrinsèques. Il y a plein de choses qu'on prend en considération pour faire ce classement. On rappelle que c'est quoi la phrase, Alex? C'est le classement des ailiers forts de tous les temps ou de comment c'est? Non, actuel. C'est-à-dire que actuellement, si tu montes un 5 majeur, quel est le premier gars que tu prends pour mettre à ton poste 4? Quel est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième actuellement? Actuellement, sachant que la saison c'est pas all time. C'est-à-dire que si le type avait gagné 4 bagues, mais que là, ça commence à se voir que bon, c'est plus forcément lui le plus fort, si tant est qu'il l'ait déjà été un jour, mais à son poste, peut-être voilà. Voilà. C'est pas très cool pour Klay Thompson, comme on dit. On parlera évidemment du paper tout vert du côté de Golden State. Il y a plein d'arguments, évidemment. Choisissez les vôtres. Et comme d'hab, soyez please les moins logiques possibles d'un lundi à l'autre. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire, moi, l'argument que j'ai utilisé lundi dernier, aujourd'hui, je ne l'applique pas, parce que c'est mon ailier fort préféré qui est devant. Chaque lundi est différent. Parfois, on a des gars, on s'était dit, attends, j'adore l'ensemble de sa carrière. Il a fait une grosse saison 2022-23, mais demain, règle du playground, s'ils sont tous alignés, c'est lequel que tu prends devant lequel? Si demain, c'est un Game 7, c'est lequel que tu prends devant l'autre? Si je suis dans ce type de jeu offensif, c'est lui ou c'est pas lui? On a vraiment des profils hyper variés. C'est un argument important, la valeur intrinsèque. On va parler de régularité aussi, c'est-à-dire que sur les 2-3 dernières années, qu'est-ce que tu nous offres comme garantie? On va parler deux côtés du terrain. Tu crois? Parce que comme tu l'as très bien dit au début, on a des profils très variés. Et donc on va avoir des types
très forts en attaque, mais on sait pas trop où les mettre en défense. Ou très forts en défense. Voilà, et on sait pas trop où les mettre en attaque. Tout à fait. Et ça me fait une belle transition pour vous montrer cet incroyable tableau qui fait toujours plaisir à Léonce. Voici quelques noms d'ailiers forts. Attention, on ouvre ses oreilles pour celles et ceux qui sont en train de faire la vaisselle ou à la plage. Evan Mobley, Julius Randle, Aaron Gordon, Giannis Antetokounmpo, Kyle Kuzma, John Collins, Lauri Markkanen, Keegan Murray, Anthony Davis, Pascal Siakam, Zion Williamson, Draymond Green, Jaren Jackson Jr., Paolo Banchero, Jabari Smith Jr., Karl Anthony Towns, PJ Tucker, Cam Johnson. Alex, ce sont quelques noms. J'ai oublié personne, ça va? Non, t'as oublié personne, t'as même ratissé large là. Bon, voilà. T'as peut-être oublié des gens, mais déjà t'as ratissé, à mon sens, suffisamment large pour qu'on en dégaine 6 et que ça nous fasse un joli top 6. Bien sûr, désolé alors Ford, il me manquait quelques lignes au tableau, mais je ne l'ai pas ajouté. Par contre, Alex, ça me permet quand même de dire, parce qu'on en a parlé dans d'autres petites émissions de top 6, le poste d'ailier fort en soi, s'il y a des gens qui mettent des Kevin Durant, allez voir la vidéo de la semaine dernière, on l'a foutu en ailier. LeBron aussi. Tout à fait. Ou Anthony Davis là, qu'on a vu un peu plus sur un poste 5, c'est un ailier fort. Tout à fait. Jabari Smith Jr., il est plus 4 que 5, on l'a mis chez les 4. Voilà. Bon, effectivement, hein, mais oui, à un moment donné, il faut bien trancher. Anthony Davis, je suis d'accord, moi je le mets aussi chez les ailiers forts, même si cette saison, il a été très impressionnant et notamment pas mal au poste 5. Bien sûr. Après, quand ils ont été titrés à l'époque, bon, c'était en 2020 déjà, mais ils jouaient à côté d'un pivot, enfin bon, bref. Tout à fait, mais voilà. C'est pareil pour... Poste 4 de formation. Je suis d'accord, pareil pour Jaren Jackson Jr. ou pour Karl Anthony Towns, qui sont des garçons qui ont pu jouer pivot. Un 4 avant l'arrivée de Rudy Gobert était beaucoup associé à d'autres 4 type Taj Gibson, par exemple, qu'on a vu, ou Jaren Jackson Jr., quand il n'y a pas Steven Adams, c'est Pepper qui s'occupe du poste. Il s'y colle, bien mais sûr. Mais c'est un 4. Sûr. Je vous remets une dernière fois la liste, parce qu'après, on va vous montrer évidemment ce que Léonce nous a mis en place, et on est toujours en ambiance sable chaud. Alex, voici le top 6, donc vide, des ailiers forts. On va devoir faire de 6 à 1, ambiance petit crabe, ballon de basket, on est bien là? C'est joli, le sable chaud là, ça donne envie. Hein. Ça donne envie, ça donne envie de classer tout ce beau monde. On est prêt? Allez, on y va. Prêt. Avant de faire le top 6, je rappelle qu'il y a un joueur qui n'est pas rentré dans ton top 6 ou dans votre top 6, il faut quand même lui balancer quelques fleurs. No spoiler, tu te dis lui, quand même, il n'est pas rentré, mais je vais lui donner un max de love. C'est qui? J'en ai plusieurs, où la bataille a fait rage. C'est-à-dire que en haut du classement, j'ai pas eu trop de problèmes. Moi, c'est plutôt le bas du top 6 où j'ai eu vraiment des discussions et tout machin. Et au final, là, à aujourd'hui, donc au moment où on tourne cette vidéo, à l'été 2023, je ne rentre pas Zion Williamson dans mes 6. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est dit. Et il y aura d'autres joueurs que je ne vais pas rentrer, je ne peux pas tous les mettre ici, j'en choisis un où ça va créer des discussions sûrement, voire des déceptions. Mais il y a un moment donné, il fallait que je fasse des choix. Zion, bien évidemment que je le rentre pas, et c'est pas à cause du potentiel ou du talent ou quoi que je le rentre pas. Je le rentre pas pour une raison évidente, c'est que aujourd'hui, ces problèmes de blessure, ces problèmes comportementaux, c'est peut-être pas exactement le bon mot ou quoi, mais c'est dur, problèmes comportementaux. Non, comportementaux, c'est pas le bon mot, mais il y a un peu d'extra sportif qui vient se mêler à tout ça. Faut reconnaître que c'est regrettable. C'est dommage. Tu vois. Blessure, manque de régularité. Je veux dire, on parle d'un joueur qui a pu jouer à peine 30 matchs. Alors, quand il était là, on était là genre, waouh, il peut être MVP, incroyable et tout. Sauf qu'il faut pas oublier que la saison d'avant, il avait joué 0 match. Et que là, il s'est blessé, qu'on nous a dit, on a cru qu'il allait revenir combien, 4 fois. Tu sais, à chaque fois, il était pas loin. 13 fois. Et ça, c'est compliqué. Donc, talent, c'est incontestable. Zion, puissance, le bestiau est complètement incroyable. Il est très compliqué, voire impossible à défendre, même si tu sais ce qu'il va faire, mais en fait, tu peux pas l'empêcher de le faire. En plus, il y a vision de jeu, il y a plein de choses. Défensivement, j'ai mes quelques doutes. Sur les blessures, c'est quand même très, très, très relou. Et donc, indirectement, en termes de leadership, voilà, il me manque trop de petits éléments. En fait, tout ça, ces petits éléments sont venus s'ajouter les uns aux autres et me l'ont petit à petit sorti du top 6, alors que si Zion enchaîne les saisons à 65-60 matchs, tu vois, mais il est dans mon top 6 tout le temps. Voire, il est dans ton top 3, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. On parle mais là, je peux pas.
Non mais j'entends, on va atteindre la barre des 10 minutes et ça y est, le nom est drop. Zion Williamson ne fait pas partie des chez Alex, on va voir pour moi, des 6 meilleurs ailiers forts de la planète. Ça va être l'occasion d'en débattre parce qu'on va voir après, moi je vais te dire de mon côté ce que ça peut donner. Mais toi t'as un mec qui a gratté que t'as pas mis? Ah ouais, oui, j'en ai 2-3. Mais je me réserve... Voilà. Je me réserve les mentions, je garde encore le suspense pour qu'à la fin de la vidéo on fasse quoi? Du coup, attends, là tu me demandes mon joueur et toi tu sors pas le tien en fait. Et voilà. D'accord, ok. Et voilà. Non, je voulais juste lâcher un petit, une petite dédicace quand même à Evan Mobley parce que il y a eu toute une courbe très très haute de Evan Mobley destinée à plein de grandes choses défensivement. Il n'y a absolument rien à redire. Il était dans la discussion du défenseur de l'année. Formidable joueur. Tu sens qu'il est voué à être central dans une équipe qui gagne. Et les Cavs savent que c'est lui notamment la pièce ou une des pièces maîtresses de cette reconstruction ou de cette co-construction. Il y a du boulot. Il y a du boulot offensivement, il y a du boulot. On a vu là le premier tour des playoffs, il s'est fait secouer. On va peut-être parler d'un autre ailier fort dans cette conversation aussi, contre qui il a joué, où il s'est fait un peu secouer. Attention aussi, qui pourrait potentiellement rentrer dans votre top 6. On va voir, Alex qui lève les mains, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que Evan Mobley, j'ai l'impression que lui aussi, pour des raisons différentes, Zion, c'est des histoires aussi de présence, de blessures, mais pour Evan Mobley, il y a un sentiment de rendez-vous dans quelques temps, et si ça se trouve, le top 6, il sera acté. Il y a un petit peu ce sentiment avec Evan Mobley qu'il est destiné à y aller, à y être. C'est un des 5 meilleurs éléphants. Oui, mais là, à l'été 2023. Mais à l'été 2023, c'est chaud. Et donc, moi, il a même pas gratté. Hein. Pourtant, non, je l'adore. Mais c'est peut-être, ce que je voulais dire, c'est, si je voulais en faire une mention, c'est que si ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on fait une vidéo comme ça. Ah oui. Et que Evan Mobley, en fait, à partir de la saison prochaine, il dit, allez vous faire foutre. Offensivement, il y a le travail qui est fait. Au niveau du leadership et donc même s'il y a des joueurs stars comme Donovan Mitchell autour ou plus expérimentés, c'est quand même moi le patron. Peut-être, et j'espère pour les Cavs que c'est la dernière fois qu'Evan Mobley est hors de ce top 6. Mais si ça se trouve, l'année prochaine, on débarque et on est là. Bon, de toute façon, le top 3 était facile à faire. Et Lauri Markkanen, Evan Mobley et John Collins, quoi. Tu vois, c'est ça. Voilà, il était facile à faire chez les ailiers forts cette année. Voilà. On en pense quoi dans la construction des Bucks? Non, mais tu vois, cette séquence va être formidable. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, à l'heure actuelle... Même si je l'adore, il y a trop de trucs à gérer et puis il y a de la concurrence il y a une concurrence de mad. Ouais, on parle beaucoup des ailiers, des meneurs et on a beaucoup discuté de ça. Mais alors chez les ailiers forts, nom de Dieu, rigole pas du tout. Hein. Je vous remets ça. Donc là, on est d'accord. Oh là là, regarde, il me met de la pub, des trucs de c'est quoi ça? Non merci, je vais rater. C'est CC Cleaner. Rien à foutre. Allez hop, ça dégage. Voici la liste. On vous la remet une dernière fois. Regardez, il y a plein de gens, dédicaces évidemment aussi à Aaron Gordon qui a fait une magnifique saison, justement du côté de Denver. On verra s'il est dans le top 6 ou pas. Plein de gros noms.Alex, est-ce que tu es prêt? Allez. Nous avons donc un top 6 avec un tableau ici. C'est la dernière fois que vous pouvez le voir vide. Je vais évidemment commencer par te poser la question. Qui est en 6ème de ton classement des ailiers forts 2023? Quoi, t'hésites encore? Julius Randle. Julius Randle. Oui, franchement, mes slots... Enfin, en fait, non. Enfin, je sais pas, je vais voir. En fait, voilà, je vois. Pas sûr. Ok. J'ai mis mais je garde quand même Julius Randle dans le tableau. Oui. Ok, d'accord. Julius Randle en 6. Oui. T'as mis quoi, toi? Zion Williamson. D'accord. Ok. Ouais, je peux comprendre. Voilà. Je verrai qui t'a pas mis et que j'ai mis. Oui. Du coup, parce qu'il y en a forcément un. Ça se trouve, c'est Julius Randle. Ça se trouve, c'est juste un petit swap. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est... Voilà, ça se trouve, tu pourras plus aller à New York après cette vidéo. Ou pas. Voilà. On verra. Moi, je préfère ne plus pouvoir aller à Nouvelle-Orléans. Je vais te laisser parler de... Je vais te laisser parler de Julius Randle dans quelques minutes. Juste, tu as été très complet sur Zion. Je rajoute juste 2-3 petits éléments. Évidemment, comme toi, j'étais en débat avec moi-même en mode est-ce que je le sors du top 6 ou pas? Oui, il y a ces histoires de blessures, c'est indéniable, incontournable, c'est évident. Maintenant, j'avoue, le mec, il est sur le parquet, il est All-Star. Il n'y a juste pas à débattre, il est là, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Donc oui, il y a cette histoire de blessure. Je ne l'ai pas mis 3, je ne l'ai pas mis 2, je ne l'ai pas mis 4. Je l'ai mis en 6 avec des garçons où devant, ils vont se dire « Waouh, attends, intrinsèquement, Zion, il peut être meilleur que moi. » Oui, sauf que toi, tu as été plus souvent sur le parquet que lui. Juste, je l'ai mis, tu vois, en porte 6. Comme quand on a fait les meneurs et qu'il y a des gens qui ont hurlé, parce que je crois que j'avais mis Ja Morant en 6, et que donc il y a des choses à devoir lui aussi bosser, qui sont pas de l'ordre de blessure, mais de l'ordre de extra-sportif et tout. Et ben voilà, Zion, même cuvée de draft, même copain, bourré de talent,
il peut éclater la gueule de tout le monde et on se retrouve dans un an et Zion il est top 3 et comme tu l'as dit, c'est après qu'on débat. J'ai du mal à pas l'avoir dans mon top 6. Je pense que Zion Williamson fait encore partie des 6 meilleurs ailiers forts de la planète. Et je l'ai aligné avec d'autres garçons et j'ai dit il est meilleur qu'eux. Mon problème, c'est que les mecs que j'ai pénalisés dans les top 6 précédents à cause des blessures ou quoi, sont des mecs qui ont déjà prouvé des trucs. Qui n'y arrivent moins ou plus parce qu'ils sont blessés, trop souvent. Je pense par exemple à Kawhi. Tu vois, par exemple. Lui, il a prouvé. Mais Zion, en fait, le problème, c'est que à part bully des gars en régulière, et il le fait extrêmement bien, et c'est un basketteur incroyable, des bouts de régulière, c'est tout. C'est pas comme si Zion, entre deux périodes de blessure, il nous a fait une campagne de playoff où on était là genre, waouh, incroyable, le type. Non, il n'y a pas eu ça. Bien sûr. Ça me manque pour le mettre dans le top 6 par rapport à des joueurs où là, par exemple, je mets Julius Randle. Je te dis pas que Julius Randle, c'est un monstre en playoff. Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y va, lui, au moins. Et il envoie des grosses régulières, bien régulières, qui, quand même, je veux dire, Julius Randle, l'année dernière, la 2021-22, elle est ratée globalement par Julius Randle et par les Knicks. Mais celle d'avant, la 20-21, et là, la dernière, la 22-23, là, où Julius Randle, mais tourne quand même en 25 points, 10 rebonds, 4 passes. Non, mais il était énorme, c'était Larry Bird. 25 points, 10 rebonds, 4 passes. Non, Larry Bird, c'était le 24-10-6 il y a 3 ans. Là, cette année, c'est plus Julius Randle monstrueux, avec des bons pourcentages au tir. À 3 points, on peut gueuler un peu. Avec de la vraie régularité. Je veux dire, là, je cherche, excuse-moi, Julius Randle. 77 matchs de régulière l'année dernière. Et après, il arrive en play-off. Alors, statistiquement, il n'a pas été bon en play-off. Horrible au tir. Horrible au tir, mais dans le combat, quand il a fallu se donner les bouts, globalement, il a réussi à exister sans faire les stats, notamment contre les Cavs. C'est vrai qu'après, contre le Heat, compliqué. Mais il y a d'autres gens qui ont eu des problèmes contre Miami, tu vois, genre voilà. Bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé que par rapport à son manque de réussite, et peut-être que dans d'autres vidéos, on parlera de joueurs des Cavs, là on a parlé un peu d'Evan Mobley, peut-être qu'on parlera d'un pivot des Cavs dans une autre vidéo ou quoi. Je trouve que Julius Randle fait partie aujourd'hui des 6 meilleurs ailiers forts actuels de la NBA, mais sa place est en danger. Il y a Zion, il y en a d'autres, je donne pas les noms maintenant, mais on en parlera, mais voilà, il est là pour moi, j'arrive pas à l'enlever en fait. J'entends, à la base, il était dans mes 6, et donc je l'annonce tout de suite. Julius Randle n'est pas dans mes 6, il était 6e. Et en fait, il a été aligné avec d'autres garçons où je me retrouve dans une situation qui est claire. J'entends tout ce que tu dis sur les histoires de présence, play-off, régularité, patati patata. Oui, bien sûr. Mais quand on fait ces classements, on se rend compte aussi de qui est une première option, meilleur joueur d'une très bonne équipe, qui est deuxième, qui est troisième, etc. Et c'est vachement intéressant sur ce poste d'ailier fort parce qu'il y a beaucoup de garçons qui sont ultra talentueux, réguliers, qui envoient des statistiques de fous furieux et qui sont présents sur les parquets. Mais est-ce que ce sont des numéros 1 d'équipes qui peuvent aller... On ne sait pas si ça ira loin, si ça ira pas loin. Moi, il y a l'interrogation avec Zion, par exemple. C'est que je sais que on va attendre de voir s'il peut être sur un parquet, mais s'il est sur un parquet, tu as le sentiment que toute une franchise peut être autour de lui et que ça peut faire très mal. C'est-à-dire que le petit sample qu'on a eu, par exemple, de l'hiver dernier, qui est trop court, celui des Pélicans, où ils sont top 2 de la conférence Ouest au limite top 1, c'est que le mec est dans la discussion du MVP. Julius Randle, pour moi, je pose la question, que ce soit à toi ou aux gens qui nous écoutent, est-ce que Julius Randle est le meilleur joueur de ces Knicks actuels ? Non. Moi, je ne pense pas. Non, moi non plus. Voilà. Et donc, du coup, quand je commence à rentrer dans ces discussions-là, je pense qu'aujourd'hui, je me suis dit, on va faire d'abord un classement où je vais essayer de mettre au maximum qui est le meilleur joueur potentiellement dans son équipe. Et donc, Zion, pour moi, peut l'être. Julius Randle, je me suis dit, ça joue, il y a 2-3 éléments, allez, je vais faire basculer Zion devant je dis non, mais il est côte à côte avec Brunson. Je sais qu'il y a des gens qui disent, non, Brunson, ouais, non, il est côte à côte avec Brunson. Ouais, c'est côte à côte. Ouais. En fait, la vraie question, c'est est-ce que l'un des deux est vraiment un franchise player d'équipe contender ? New York, non, moi je pense alors que Zion semble avoir le potentiel technique, athlétique, physique pour l'être.
Zion, tout à fait, il a le si potentiel ça suffisait, et il a le jeu. ça saurait. Mais bien sûr, mais il a le jeu. C'est-à-dire que s'il y en a un qui traumatise tous les scouting reports adverses avec un coaching staff complet qui se dit demain comment on fait pour lui, c'est Zion. Et donc derrière, on se dit avec Julius Randle, comment est-ce que tu vas faire pour bloquer l'un, pour bloquer l'autre. Donc moi, j'ai hâte de voir justement si les Knicks sont capables de passer un cap et d'avoir une autre star. Tu vas me donner ton avis, mais moi j'ai le sentiment que, vu que tu venais de me poser la question, Julius Randle et Jalen Brunson sont les deux bras droits d'une très grande star dans une équipe qui va loin. Ce ne sont pas les deux meilleurs joueurs d'une équipe qui va loin. Ce n'est pas possible, ça. Et moi, j'ai l'impression que Zion est certainement un potentiel et un talent de franchise player, mais est-ce qu'il le deviendra vraiment un jour ? C'est la question. J'en suis pas sûr. Et donc, aujourd'hui, si tu me dis, tu prends qui au poste 4, Alex ? Eh ben, j'ai pas Zion dans mes 6 et j'ai Julius Randle en border de top 6, mais dedans. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que je prends Zion et je lui dis comment tu te sens juste physiquement pour m'assurer que parce que ça va être ça vraiment la grosse interrogation. C'est je le prends tous les jours devant. Tu peux pas maîtriser avec ce genre de physique. Je le prends tous les jours devant Julius Randle, mais évidemment que je serais flippé parce que je me dirais est-ce que le mec sera là après-demain ? S'il y avait que 25 matchs de régulière et que 8 matchs de play-off, ouais, bien sûr, je prends Zion, mais là, malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Kawhi sera un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire. C'est ça, tu vois. Ouais, d'accord. Et en plus, on verra comment on va évoluer dans les ailiers forts, mais moi, j'ai plusieurs gars dans mon top 6 qui sont pas, pour moi, des franchise players. Non, oui, tout à fait. Des lieutenants. Bien sûr. Mais plusieurs ? Plusieurs, ouais, bien sûr. J'ai plusieurs gars qui, pour moi, sont plutôt des lieutenants que des franchise players. J'en ai plusieurs, moi, dans mon top 6. Ah oui, monsieur. On va voir. Ah oui, en fait, j'ai pas tant de franchise players que ça. En fait. T'en as un ? Peut-être pas quand même, mais oui. Il y en a un au moins. Il y en a au moins. Il y en a au moins. Oui. Je pense que t'es bien placé pour le confirmer. Non, bien sûr. Je remontre évidemment le top 6. Alex a mis Julius Randle pour démarrer ses ailiers forts. J'ai mis Zion Williamson. Dites-nous, vous, si vous avez Zion déjà dans votre top 6, oui ou non. On va basculer en 5. Alex, qui tu as et qui est aujourd'hui dans ton top 5 des ailiers forts 2023 ? Karl Anthony Towns. Très bien. C'est pas bien ? Si, t'as le droit. T'as mis quoi ? Lauri Markkanen. T'as mis qui, pardon ? Lauri Markkanen. D'accord. Donc. Oh, la violence. J'ai très hâte d'avoir ce débat sur Karl Anthony Towns. Je voulais avoir ce débat sur Karl Anthony Towns. Je peux me permettre un spoiler ? Ouais, tu l'as pas, toi, du coup. Karl Anthony Towns n'est pas dans mon top 6. Tu l'as pas, parce que forcément, le top 4, on a le même. Enfin, les mêmes joueurs, je pense. On va voir. Oui, mais bien sûr que si. On va voir. Oh non, je suis pas sûr, en fait, t'as raison. Moi je serais pas aussi sûr que ça si j'étais toi. Ouais, non, c'est clair. Okay, je monte le top 6. Alex a mis Karl Anthony Towns et j'ai mis monsieur Lauri Markkanen. Alors, Karl Anthony Towns, pourquoi ? Faisons le dossier 4. Pourquoi ? Parce que autant c'est. Ce n'est pas un franchise player, je pense que c'est bon, on est d'accord. Comment ? Ce n'est pas un franchise player, je pense que c'est bon, on est d'accord. D'accord. Est-ce que Markkanen est un franchise player ? Non. On n'est pas sûr. Non, peut-être qu'il peut le devenir. Parce qu'il est un peu plus jeune que Towns, mais pas tant que ça. Quel âge il a, Markkanen ? 26. Markkanen et Towns à 27. Il aura 28 en novembre. Ils ont 2 ans d'écart. C'est ça. Vive le prime. Ils sont dedans. Ou quasi dedans, quoi. Ouais. Towns, je l'ai critiqué ces derniers temps, comme tout le monde. Des déclarations cheloues, des prestats chelous. En plus, il est revenu de blessure. Là, ça a été un peu compliqué et tout. Pour autant, je pense quand même qu'on peut pas non plus comme ça, du jour au lendemain, faire vas-y c'est bon, Markkanen il est devant, Julius Randle il est devant. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Towns, pour moi, a un sujet, c'est qu'au numéro 1 de draft, on en a trop fait un franchise player et ça joue un peu contre lui. Mais je pense que entre sa qualité de shoot, sa taille, sa mobilité, sa compréhension du jeu, sa capacité à prendre du rebond quand même, qui est quand même bien sérieuse, tu vois. Je pense que Towns, aujourd'hui encore, fait partie du top 5 des meilleurs gars que tu as envie d'avoir au poste 4. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas te dire « Ouais, il va me faire du 30-12 et il va m'emmener l'équipe au titre ». Bien sûr que non. Je ne pense pas. Par contre,
Et c'est ce que les Wolves, d'ailleurs, sont en train d'essayer de construire, avec Conley, Gobert et Anthony Edwards, qui serait plutôt destiné à être le franchise player. Ah ouais, je te confirme, ouais. Ouais, bien sûr, moi je suis d'accord. Hein. Pour moi, avec toi, on en a rigolé dans des apéros à multiples reprises. On sait bien à qui elle est la franchise, on a bien compris. Mais pour autant, je sais pas... Bah moi, tu vois, Markkanen, il est pas dans mes 6, hein, clairement. Il y est pas parce que pour l'instant, Markkanen, il m'a fait une grosse saison. Elle est belle, elle est magnifique, mais m'en a fait une. Ouais. Et je pense qu'il est capable de maintenir ce niveau un peu. On verra jusqu'où il peut emmener le Jazz. On verra si le Jazz construit vraiment sur lui en faisant un franchise player ou si ça se développe différemment. Towns, il m'en a fait plusieurs des bonnes saisons. Des vraies bonnes saisons. Maintenant, il est allé un peu en playoff Towns sans vraiment rien trop y faire pour l'instant. Je sais pas si on peut l'attribuer que à lui pour l'instant parce que les Wolves non plus c'est pas le truc le plus simple de la terre. Il y a un sujet de leadership, il y a un sujet mentalité autour de Towns, c'est sûr. Moi je pense que c'est parce qu'on le met pas dans le bon rôle. Bah alors c'est quoi son rôle ? Et lieutenant. Et qu'il faut arrêter de vouloir en faire une option numéro 1, machin et tout. Oui. Tu verras qu'en lieutenant, avec une bonne hiérarchie et une vraie saison entière, parce que là, on parle beaucoup de cette saison. Je rappelle, il était blessé, il a joué quoi ? Il a joué 30 matchs cette année, Towns, non ? Alors que les saisons d'avant, la saison d'avant, il joue 74 matchs. Les saisons du début de carrière, il jouait 82 matchs. Enfin, je veux dire, c'est un joueur capable d'être régulier. Et je veux dire, on parle d'un gars, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7 saisons où il est à plus de 20 points par match, à grosso merdo 50 et quelques pourcents au tir, et pas loin des 40% de loin. Oui, ça fait aussi... C'est ça dont on parle. Tout à fait, ça fait aussi 3 des 5 dernières saisons où on dépasse pas la barre des 50 matchs joués. Si, 74 matchs en 21-22, qu'est-ce que tu racontes ? 3 des 4 dernières saisons. Ah oui, pardon. Oui, c'est un peu plus blessé. De toute façon, le Covid, ça s'est mal passé pour lui. Non, mais bien sûr. Mais pour autant, aujourd'hui, je le prends devant Markkanen. Alors là, sans problème. Et même devant Randle. Très bien. Ouais, encore. Par contre, il faut construire le collectif autour de lui. Très bien. Enfin, je veux dire, faut le mettre à la bonne place dans le collectif. Pardon, je me suis mal exprimé. Talent de Karl Anthony Towns, indéniable. Shooting de Karl Anthony Towns, indéniable. Le shooting, mec rebond, est trop fort. En attaque, tu peux vraiment faire le boulot. Quand tu parles de compréhension du jeu, je veux bien mettre un petit haut là parce qu'il y a deux côtés du terrain. Et alors parfois, Karl Anthony Towns, comment il rend fou furieux dans son incompréhension de ce qu'il faut faire au niveau émotionnel ou juste rotation. Bah oui, mais le mental, c'est la compréhension du jeu aussi. Oui, c'est ça que je veux. Mais quand il rend fou furieux, c'est souvent un manque d'effort aussi. Exactement. Et donc, du coup. Je suis d'accord. Mais sinon, il pourrait être top 3. Hein. Il y avait une grosse bataille. Je suis content qu'on rentre dans ce range-là parce que, si vous voulez, je sais pas comment Alex, toi, ça s'est passé, mais moi, il y avait une espèce d'estrade où tu avais Karl Anthony Towns debout, à côté de Julius Randle, à côté de Zion, à côté de Lauri Markkanen. Et on savait pas, moi je savais pas, et je pense toi aussi, qui allait être quand, devant qui et à quel moment. Et donc, moi, Karl Anthony Towns, je lui souhaite vraiment, il est passé par des trucs hardcore. Et c'est un mec vraiment qui se défonce. Mais j'ai l'impression qu'on commence à voir très clairement le plafond de ce que peut être Karl Anthony Towns en termes de rôle, c'est-à-dire de rôle de numéro 1. Là, c'est bon. Karl Anthony Towns en patron de ta franchise, tu vas pas en play-off. Il a été aidé par Jimmy Butler pour notamment essayer d'y aller. Ils ont fait un round formidable, il s'est fait péter la gueule. Ils ont été justement au play-in tournament. C'était au play-in tournament avec Pat Beverley et Anthony Edwards. On sait qui était le patron. Là, si tu fais une construction avec Anthony Edwards et Rudy Gobert et compagnie, on sait qui est le patron. Je pense que Karl Anthony Towns, c'est la 2, voire plutôt pour moi 3e meilleure option d'une équipe qui peut aller loin. Vraiment, je pense. Parce que c'est pas qu'une histoire de statistiques et de shooting, il faut aussi avoir la bonne approche, il faut avoir les bonnes paroles, et s'il y en a un qui parfois n'a pas la très bonne approche et les bonnes paroles, c'est Karl Anthony Towns. Et donc du coup, moi, que ce soit de mon côté ou aussi de ce qu'on peut voir, même les Wolves, c'est-à-dire qu'on parle quand même d'un gars qui est dans des rumeurs de potentiel transfert. Là, si la saison elle démarre et que ça se passe pas bien, c'est pas Rudy qui bounce, c'est Karl Anthony Towns. Donc pour un mec qui est quand même top à son niveau, on est sur une équipe de Minnesota avec Tim Connelly qui peut envisager de se séparer de lui. Et donc, Karl Anthony Towns, à un moment, moi aussi, il était avec Julius Randle en intrinsèque et je me disais, le gars, tu lui dis demain, il faut essayer de péter la gueule de quelqu'un et mettre 60 points, il défonce tout le monde. C'est peut-être le mec qui peut scorer mieux que quiconque dans ce top 6. Mais mon problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'aspects autour de ça. Et si je devais avoir un choix d'ailier fort à faire, il y a trop d'éléments. Mais donc comment tu prends Markkanen devant par contre parce que en fait déjà ça s'appelle le top des ailiers forts de 2022-23.
Et donc, même si en effet il s'agit que d'une saison, v'là la gueule de la saison que Mark Allen nous a fait. Elle est incroyable. Ouais. Je veux dire, on est sur des ranges. Le mec, il a quoi ? Il a 26 points de moyenne en quasi 50, 40, 90. Il peut s'adapter à différents styles de jeu. C'est un gars qui n'a pas l'air de faire chier ni le collectif. Et on ne sait pas encore jusqu'où peut aller son potentiel, puisqu'il a 1 an de moins. Et on va voir jusqu'où ça peut aller. Je pense pas du tout, et je préfère être clair, que Markkanen est le franchise player d'une équipe qui vise le titre. Pas du tout. Mais par contre, je vois que ce gars-là, s'il faut faire quelques mini-efforts défensifs, s'il faut s'ajuster par rapport à ce que ton équipe fait, c'est quand même un mec qui a été balancé en poste 3 du côté de Cleveland avec Jay Bickerstaff et qui a été impeccable. Il s'est ajusté, il n'y a pas de problème. T'as déjà vu quelqu'un dire Lauri Markkanen a du mal à s'ajuster, pète le collectif, casse les couilles. Non. C'est un gars, tu lui demandes d'être 3, il est 3. Tu lui demandes d'être 4 et de contribuer, il contribue. J'ai jamais vu faire 70 matchs dans une saison, par contre. Markkanen ? Peut-être que je me trompe, mais... Certainement, oui. Tu parlais des blessures de Towns, tu sais que Markkanen, c'est pas non plus le mec le plus fiable de la Terre. Hein. Je suis d'accord, il n'y a pas 70 matchs dans une saison. Bon, c'est sûr. Mais je trouve que ce qu'il nous a montré cette saison fait que là, demain, si tu me disais, bah ouais, il faut essayer de trouver un poste 4 qui est capable de faire... Je veux dire, les deux sont capables de faire quasiment les mêmes choses. Lorsqu'il est question de shooter, de scorer, de post-up, d'être à 3 points, de step back, etc., Markkanen, il le fait aussi. Peut-être pas aussi bien qu'Anthony Towns, mais les deux, la distance n'est pas non plus énorme. Et donc derrière, il y a énormément de choses qui sont certainement personnelles de mon côté et qui sont de la frustration, parce que Anthony Towns est un des joueurs qui me frustre le plus de toute la NBA. Le mec, il a de l'or entre les mains, et je trouve qu'il en fait du caca, soit parfois avec ses déclarations, soit avec son, comme tu l'as dit, aspect mental, émotionnel, etc. Et donc du coup, il y a un moment où il faut faire un choix. C'était serré. Je dis pas qu'il y a un gap entre Lauri Markkanen et Anthony Towns qui est de 8 km. Je dis qu'encore une fois, il y avait une estrade et qu'il fallait choisir 2 joueurs entre Julius Randle, Anthony Towns, Zion Williamson et Lauri Markkanen. J'ai pris Zion et Lauri Markkanen pour ces raisons. Anthony Towns doit mieux faire. Et en plus, cette saison, évidemment, il y a des ajustements il y a eu des ajustements avec l'arrivée de Rudy Gobert et la montée en progression d'Anthony Edwards. Il y a aussi une chute statistique par rapport à un autre qui explose statistiquement. Elle est là, la chute statistique de Anthony Towns. Ouais, enfin, il est revenu de blessure, il a joué que 30 matchs. C'est formidable, c'est les mêmes arguments pour Zion Williamson, donc je suis obligé de le faire chuter du classement. Non, c'est pas les mêmes arguments que pour Zion Williamson, pas du tout. Zion Williamson, il a fait une saison blanche la saison d'avant. Tu me parles de blessure, évidemment qu'on parle de blessure pour certains joueurs, mais que Anthony Towns revienne ou ait fait 82 matchs, il y a des arguments qui font qu'il doit plus ou moins avancer ou reculer. Donc oui, je suis d'accord, évidemment qu'il y a des éléments qui font qu'il n'a pas pu faire la saison qu'il aurait aimé faire. Oui, mais on fait un top 6 des ailiers forts en sortie de saison 22-23. Bah, il y a des blessures, il y a des histoires de transfert, il y a des machins, et ça impacte parfois les dossiers plus que d'autres. Moi, je pense que pas blessé, c'est un 25-10. Ah bah pas blessé, en 50%. Bah, c'est ce qu'il a fait toute sa carrière. Hein. Il n'y a que cette saison-là où il le fait pas. Hein. Ouais. Il le fait. Hein. Il le fait il y a 2 ans, il le fait il y a 3 ans, il le fait il y a 4 ans, il fait un peu mieux. Alors j'ai une bonne question pour toi. Qu'est-ce qui fait que Anthony Towns il est devant Julius Randle, puisque tu me parlais de playoff tout à l'heure et de fait de pouvoir aller loin. Anthony Towns il a atteint une demi-finale de playoff? Parce que je le pense intrinsèquement plus fort en attaque carrément, moi. Même au playmaking? Je pense qu'en fait, peut-être en playmaking, tu le donnes à Randle, clairement, mais je pense que Randle, parmi les ailiers forts en playmaking, enfin on va parler d'autres gars, mais il se place assez haut. Mais je pense que Towns a une capacité de shooter supérieure à Julius Randle. Mais de driver, non. Et puis, comment? De driver, non. Ah, de driver, non. Après, Julius Randle en driver, dans ce cas-là, attention, hein, il pique du monde. Hein. Ah, bien sûr. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu mets Markkanen devant Randle alors? Parce que je pense que, encore une fois, on vient de dire, essayer de voir qui sont les joueurs qui peuvent contribuer le plus offensivement. Moi, j'ai juste mis le Markkanen devant parce qu'il vient de faire une saison qui, selon moi, est meilleure que celle de Randle et est meilleure que celle de Anthony Towns. Et c'est kiff-kiff, hein, qu'on soit d'accord. Et c'est pour ça que je te posais la question. T'as pas non plus dit voici mon top 6 et je sais que je sors ces deux-là. C'était serré quand même. Ou alors pour toi, Markkanen est loin derrière? Non, il est pas loin derrière, mais il n'en a fait qu'une de bonne. Et quand tu veux prendre un joueur à l'heure actuelle, t'es obligé de regarder un peu plus qu'une saison en arrière. T'es obligé d'essayer de te projeter dans qu'est-ce qu'il peut me donner la saison prochaine et la suivante, peut-être, tu vois, genre... Et bah là, putain, je prends clairement Markkanen, il est derrière les deux autres pour moi. Ok. Très bien, le cas Zion est plus compliqué, mais Markkanen est derrière.
J'entends. Eh bien, voici déjà le démarrage pour Alex. Juste Randle en 6, Karl Anthony Towns en 5, Jason Williamson et Lauri Markkanen en 6-5. On va rentrer dans le top 4. Et donc là, Alex, comme il le disait, est-ce qu'on a le même top 4 ? On va savoir ça tout de suite. Alex, t'as qui en 4 ? Non, c'est pas sûr en fait. Vu tes arguments, je pense qu'on va pas être d'accord. T'as qui en 4 ? En 4, j'ai Jaren Jackson. Moi aussi. Non, si on a peut-être alors. Si on a le top 4. Bah non. Bah si, on a le top 4. Jaren Jackson Jr. est en 4. Ouais. Alors, il est évidemment moins fort offensivement que les 4 gars dont on vient de débattre. Voilà. Mais alors attention de l'autre côté. Attention. Et puis même en attaque, ça a progressé de fou furieux. Non. Et puis il est plus jeune. Là, on est sur un joueur qui a 24 ans, quoi, en gros. Il va les avoir en septembre. Donc c'est quand même 2 ans plus jeune que Markkanen, qui est le plus jeune des gars. Bon, Zion est jeune. Zion, il doit avoir comme Jaren Jackson. Là, il est de la draft après. Zion est de la draft 2019 et Jaren Jackson Jr. de la draft 2019. Ouais, mais je crois qu'ils ont quand même le même âge. Parce que Zion était vraiment tout jeune. Jaren Jackson, mine de rien, progression assez sérieuse depuis 2-3 ans. Là, c'est bien linéaire. Et en attaque, ça progresse notamment avec une adresse à 3 points qui est de plus en plus... t'es obligé de respecter Jaren Jackson à 3 points. Il y a un vrai progrès dans le volume de ce qu'il est capable de proposer offensivement. Le nombre de tirs, l'efficacité surtout. Là, cette saison, il shoot à 50%. Il est quasiment à 19 points par match. Et à 35-36% de loin. Son péché mignon, à mon sens, moi, c'est le rebond. Et les fautes. Oui, mais ça va mieux. Ça va quand même nettement mieux. Ça s'améliore vraiment nettement sur la qualité des choix défensifs. Sauf quand il est en antenne nationale, comme les fans des Grizzlies aiment l'apprécier. Voilà, c'est ça. Mais ça va mieux. Pour moi, le vrai gros péché mignon, c'est clairement le rebond. Mais cette année, il a vraiment été un des gros contributeurs de la grande saison régulière des Grizzlies. Surtout avec le bordel qu'il y avait en interne. Il a été imperturbable le type, alors qu'il a raté les 15 premiers matchs de la saison ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Il était blessé, je le rappelle, il a raté des matchs en début de saison. Il a démarré... on a vu grave la diff. Quand il est arrivé, Memphis est redevenu top 3 pied au plancher, défense. direct le Jaren Jackson. On a fait waouh. Ouais. En termes de défense, donc sur l'attaque, vraiment, il commence à rentrer dans des standards qui commencent à être vraiment corrects, c'est-à-dire que tu as ton ailier fort, c'est pas du tout un boulet, il peut shooter de loin, il comprend le jeu, il te met 18-19 points par match, à des pourcentages propres. Et défensivement, il a été défenseur de l'année. Alors, on peut discuter de est-ce que c'était vraiment pour lui, pas pour lui ou quoi. Il était là dans les meilleurs défenseurs de la saison. Meilleur contreur. Ça switch sur tout ce que tu veux. Jaren Jackson Jr., ça switch sur tout ce que tu veux. Le seul argument qu'il y avait contre lui, pour moi, c'était le nombre de matchs joués. Et quand on vient là, c'est qu'en fait, le mec est un monstre absolu. C'était le seul argument. Il a joué 63 matchs quand même, mais je comprends. Bien sûr. Oui. Mais c'était le seul argument qui était balancé contre Jaren Jackson Jr. C'est attends, Brook Lopez et Evan Mobley notamment, chacun avait ses arguments dans chaque fanbase. Mais Jaren Jackson Jr., c'était juste le nombre de matchs joués, parce que si le mec avait joué 70 matchs, mais l'écart au niveau du voting, il aurait été abyssal. C'est parce qu'il est à un tel niveau défensif. Là, il va faire d'ailleurs, je crois qu'il fait Team USA là, au mondial, si je dis pas de conneries. Je crois qu'il est avec eux. Les progrès sont tels et l'impact défensif, il est tel que du coup, même quand tu as des absences avec les Ja, avec d'autres garçons aussi qui étaient pas trop là, des blessures pour Desmond et compagnie, à partir du moment où tu as lui, tous les soirs, en effet, il y a des coaching staff qui essayent de se demander comment attaquer la raquette des Grizzlies, quoi. Surtout quand tu as Steven Adams à côté. C'est une galère. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Steven Adams s'est blessé, donc à partir de là, Jaren Jackson a été de plus en plus souvent utilisé au poste 5, a vraiment beaucoup plus de minutes. Parce que j'aime bien Xavier Tillman ou des gars comme ça, mais ils font des trucs cool, mais il y a un moment où Steven Adams te manque. Et il s'est bien débrouillé. C'est là que je trouve son péché mignon du rebond, c'est plus vu. Par contre, il s'est vraiment bien débrouillé. Il fait 2m10, il est long, notre ami Jaren Jackson Jr. Il a bien pris du muscle, il est très sérieux. Et puis, même s'il s'est fait manger en play-off, il s'est fait manger par Anthony Davis notamment, c'est sûr. Il a quand même réussi à nous envoyer déjà un gros premier match,
très gros. Et puis il y a 2 bons gros double-double, dont un dans une victoire au match 5. Ouais. Donc il était là, il était en play-off, déjà s'est blessé, il a essayé de tenir la baraque, j'ai bien aimé moi. C'est la réussite parfois au tir, et encore dans les choix offensifs de Jaren Jackson Jr. parfois on se dit attention, oui c'est bien de suivre son instinct, mais attention parfois à pas partir que sur des espèces de flotteurs main gauche et où ça roule autour de l'arceau, et ce sont des choix qui sont pas optimaux, j'ai envie de dire, parce que vraiment si lui il est optimal offensivement, il n'y a plus rien à faire, parce que athlétiquement, en termes d'envergure de bras, il est c'est terrifiant, Jaren Jackson Jr. Vraiment, des deux côtés, il y a vraiment un aspect quand tu vois les line-up qui marchent le plus, même sa doublette, alors, désolé Brandon Clark qui sera pas là pendant quelques temps, le pauvre, avec la blessure qu'il a vécue, mais les doublettes, tu parles de Steven Adams, mais sa doublette avec Brandon Clark, c'est insupportable à jouer, c'est insupportable, très dur à jouer, c'est insupportable. Et quand il y a Steven Adams sur le terrain, franchement, tu peux discuter, mais la meilleure raquette défensive, elle est pas là, elle est pas loin d'être là. Tout à fait, mais quand tu prends les ratings des deux côtés, Brandon Clark plus Jaren Jackson Jr., c'est insupportable, parce qu'en fait, offensivement, Brandon Clark, vu qu'il fonce à l'arceau avec Jaren Jackson Jr., peut un peu plus s'écarter, c'est des lignes merveilleuses pour Ja Morant et pour Desmond Bane, et quand derrière il faut défendre, oui, Brandon Clark, c'est pas un défenseur de fou, mais il a appris aussi à bien orienter vers son pivot contreur. Non, c'est le défenseur de l'année qui a bien progressé, et donc 5 ans après sa draft, il va rentrer dans sa 6e saison, si je dis pas de bêtises, Jaren Jackson Jr. Truc comme ça, ouais. C'est sa 6e, 5 ans après sa draft. Encore un crack de la draft 2018, là, avec Luka, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander et compagnie. C'est un des 4 meilleurs ailiers forts de la planète. Ouais, il était top 5 de sa draft, mais il est en train de le justifier. Dernière question juste sur Jaren Jackson Jr. Vas-y. Il faut continuer à bosser et essayer de progresser, notamment en présence, donc pas trop de blessures, et offensivement, parce que je dis pas que c'est par défaut qu'il a été 4e, mais ça pousse bien fort derrière. Avec le débat qu'on vient d'avoir là sur Towns, Zion, Laurie, Julius Randle et d'autres garçons qui pourraient venir, Evan Mobley, attention à Jaren Jackson Jr. Je me demande, tu vois, Alex, si l'année prochaine il sera encore top 4. Ça dépend aussi de lui. Comme on l'a dit, il est encore jeune. Oui, c'est lui. Est-ce que par exemple, Jaren Jackson Jr., il est capable de suivre une courbe de progression où il prendrait un petit peu plus de rebonds et puis il passerait les 20 points par match? Si c'est le cas, tu sais qu'il va pas être facile à déloger l'autre. Bien sûr. Après, avec sa défense. Bien sûr. Après, c'est comme d'hab, lui ou des Brook Lopez, notamment, dont on parlera dans une autre vidéo. Quand tu protèges aussi bien l'arceau, c'est souvent les autres copains qui prennent les rebonds. Donc, il est qu'à 7 rebonds, mais il influe tellement sur les contres que oui, on aimerait bien qu'il se rapproche de Rudy un peu sur le côté 3 contres plus 10 rebonds, quoi. Parce que là, il est à 6-7 rebonds de moyenne. On pourrait avoir un peu plus. Moi, je l'ai vu se faire manger sur des phases de rebond où ça m'a saoulé. Je l'ai vu de mes yeux. Non, bien sûr. Donc, pour moi, il y a un truc d'agressivité, d'énergie, de placement. Effectivement, quand tu es tout le temps en aide ou que tu viens boucher les trous, parfois, tu te fais un peu avoir sur les rebonds. Ok. Mais là, je veux dire, le gars, il n'est qu'à 7 rebonds par match, quoi. Ouais, non, attention à Jaren Jackson, s'il commence à tourner en double-double, par exemple. Non, je sais pas si c'est vraiment son délire ou son profil, mais s'il tournait en double-double, oula, tu sais qu'on... Ouais, en 3, il y aurait de la discussion. Ouais. C'est ça. Bien sûr. Et évidemment, autre élément, parce que je vous remontre le top 6, les playoffs, où on en parlait là, comme Alex en parlait par rapport à Anthony Davis, si Memphis se fait une belle saison et se retrouve, je dis n'importe quoi, en demi-finale ou en finale de conférence l'année prochaine, on va se regarder tous les deux, on va se dire oui, il y a des gars qui ont été plus forts en régulière, mais l'autre il a été tellement bon en playoff que ça peut aider aussi ton dossier, quoi. Ça peut aider. Les Grizzlies qui vont loin, ça va l'aider fort. Ouais, tout à fait d'accord. Nous sommes sur un top 3 à venir. Alex a mis Julius Randle en 6, Anthony Towns en 5 et Jaren Jackson Jr. en 4. J'ai mis Zion, Laurie Markkanen et Jaren Jackson Jr. Pardon. Podium. On va avoir le même podium. Oh Alex, qui tu as mis en 3 et puis j'espère bien, puis dans le même ordre. Pascal Siakam en 3. Oui, voilà, merci. Monsieur Spicy P, Pascal Siakam, parlons-en, c'est le 3e meilleur ailier fort et c'est pas par défaut. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il joue bien Pascal Siakam. Pas du tout. Il est limite devenu un peu sous-estimé, Siakam. C'est pour un phénomène très simple et facilement explicable. C'est qu'effectivement, nos amis, les Raptors, nous ont fait une régulière... frustrant. Tu vois, à base de sirop d'érable périmé. Je sais même pas si ça périme le sirop d'érable, mais tu vois ce que je veux dire. De la poutine bien dégueulasse. Il y a eu des soucis, on le sait. On sait que Nick Nurse est parti pas vraiment en très bons termes, ni avec le groupe ou les dirigeants. Enfin, je pense qu'un jour, on en saura un peu plus, si tant est que ça nous intéresse vraiment. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas bien fonctionné aux Raptors cette saison-là, qui vient de s'écouler. Celle d'avant, je sais pas trop quoi en penser. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aux Raptors, il y avait un type qui avait le niveau All-Star
là, cette saison, et c'est pas la première fois dans sa carrière que ça lui arrive, et statistiquement, déjà, on peut commencer par là, mais pardon, mais Pascal Siakam, 24 points, 8 rebonds, 6 passes, un peu d'interception, de la défense, du pourcentage de réussite au lancer franc. Là, il y a du playmaking bien sérieux, mine de rien. Il a augmenté, de fou. Il prend ses responsabilités, alors qu'en plus, il y a plein de mecs à son poste, à Scotty Barnes, machin et tout. Il n'y a rien à faire. Pascal Siakam, il est titulaire. Oui. Et il est inamovible, en fait, sauf si tu le trades. Donc ouais, moi, il est dans le top 3 de mes ailiers forts, donc je suis content de voir que toi aussi, j'avais un peu peur. Bah non, mais attends, même pour rappel, enfin, je me permets. Vas-y. On avait un débat tous les deux, et je pense que c'était notamment un des gros débats quand on avait fait la vidéo des All-Stars en janvier dernier. On essayait de voir, et on avait un débat sur Porzingis Siakam, je crois, si je dis pas de conneries, où tu mettais Porzingis pour le spot de All-Star. Remplaçant front de courte All-Star. Ouais, je crois que c'était ça. Et justement, je suis content qu'on s'aligne sur Siakam, c'est que en fait, moi je trouve que l'ensemble de la saison a été énorme, donc même au début pour moi c'était un All-Star évident, où je poussais son dossier et je me disais on se rend pas compte, ça y est, on l'a pris pour acquis. Il a tellement bien développé son playmaking, ça a eu lieu il y a 1 an et demi en bascule de Fred VanVleet qui est All-Star. On a retrouvé Siakam dans un rôle omniscient, dominant, où il crée pour lui et pour les autres. Alors oui, c'est toujours vers l'arceau, toupie, essayer de créer le contact, mais il y a un peu plus de move aussi au poste, il y a un peu plus de one leg, des petits fadeaway. Il a continué à travailler son jeu. Et le mid-range aussi. Et oui, et le mid-range, tout à fait. Et donc du coup, aujourd'hui, Siakam, tout ça en y ajoutant évidemment de la défense, parce qu'on parle beaucoup d'attaque, de playmaking, etc. Mais ça continue à être un mec qui continue de se donner, peut-être moins d'avant parce qu'il a forcément beaucoup plus de responsabilités en attaque. Mais il n'y a personne qui va aller le chercher en 3. C'est un des 3 meilleurs ailiers forts au monde, et j'ai eu aucun problème à le mettre tout de suite en 3 parce que les deux qui sont au-dessus, c'est les deux qui sont au-dessus. Il y a un petit écart quand même avec le reste de la concu. Mais il va falloir aller chercher Pascal. Attention. Et j'irai même plus loin, l'équipe qui va potentiellement le récupérer, parce que tu sais, il y a plein de rumeurs dans tous les sens. Là, il y a de la rumeur. Cette vidéo d'ailleurs, est sortie, peut-être que d'ici là, exactement. Ouais. Mais l'équipe qui va le récupérer, Siakam, il l'a déjà montré. C'est le 2/3e meilleur joueur d'une équipe qui va chercher le titre. Ouais. C'est sûr. Aujourd'hui, ça peut être le 2. Aujourd'hui, ça peut être le 2 ou le 3 d'une équipe extraordinaire. Tu vois, genre, ils ont tellement de talent que c'est le 3e meilleur. Mais oui, c'est le 2e, c'est le bras droit d'une superstar et tu vas jusqu'au titre. Et je pense qu'il y a beaucoup de general managers qui sont conscients de ça. Et la prochaine équipe qui va récupérer Pascalou, attention. Je suis d'accord, il joue dur en plus. Il joue dur, il envoie. Non, il a pas peur. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est top 3 ailier fort. Ouais, je suis d'accord. Top 3, on est d'accord. Et on rappelle évidemment que c'est leader NBA, 38 minutes par match. Merci Nick Nurse, ça joue tout le temps. S'il a un doigt pété ou un problème d'articulation, un back-to-back, il reste présent. Siakam, c'est une valeur sûre. Bon. On va être sur le top 2. Qu'est-ce qu'on a au top 2 alors comment ça marche? J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a une décision à prendre? J'ai l'impression que nous allons avoir les deux mêmes. Oui, les deux mêmes non, ça c'est sûr. Mais j'ai très hâte qu'on puisse avoir ce débat. On va peut-être être d'accord, mais j'ai très hâte d'avoir le débat aussi et de voir les gens dans les commentaires parce que il va y avoir du intrinsèque. Il y a deux types de joueurs qui sont différents. On voulait voir aussi l'un quand il n'est pas blessé, ce qu'il peut donner, jusqu'où ça peut aller. Qui tu as mis en 2? Anthony Davis. Nous sommes d'accord. Il n'a pas effleuré ta place 1. Non. On est d'accord. Non. Anthony Davis. Après, quand tu rentres dans le détail de la discussion, il y a plein d'arguments pour lui, Anthony Davis. On va le faire. Par rapport au numéro 1. Le numéro 1, qui n'est pas Draymond Green, du coup. Non. Voilà. Qui n'est pas Paolo Banchero. Voilà, Draymond Green n'est pas dans ce top 6, je le précise. J'ai pensé à lui. Mais je me suis dit, tiens, si ça avait été un top 12, j'aurais pu le rentrer. Oui, voilà, c'est un top 15 des ailiers forts. Non. Draymond, attention, no disrespect, Draymond est extraordinaire. Non, et d'ailleurs, c'est juste, ça fait 3-4 saisons qu'il est plus vraiment niveau All-Star, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il a été une fois quand même, je crois. 2022, non? Il est pas All-Star en 2022, lui? Peut-être, oui, si, certainement. Bref, mais qu'on soit d'accord, Draymond Green, il sera dans le top 6. Si moi, par exemple, il est dans mon top 6, si la question c'est top 6 des ailiers forts, si demain matin on joue un Game 7. Là, évidemment, pour moi, Draymond, il peut rentrer. Parce que c'est un mec, il est tellement expérimenté, mais c'est pas la même discussion, voilà. Mais c'est quoi sinon? C'est les top 6 des meilleurs ailiers forts défensifs? Bon, là, on prend tout. Trop compliqué. Non, c'est pas possible. Et puis même, ça a baissé, il est plus vieux, il a plus de mal, c'est normal d'ailleurs. Donc Anthony Davis est en 2, oui. Ouais, il est en 2 et c'est le seul
qui peut lancer une discussion avec Giannis, hein, mais c'est une discussion qui finalement est lancée, et puis assez vite tu fais bah ouais mais non en fait parce que non, ah bah non. Est-ce que on attaque, on défend, mince. Bon, quoique en attaque on va pouvoir en débattre. Mais bien sûr, non mais Anthony Davis, joueur extraordinaire, monstre absolu. Et il devrait être le meilleur à son poste, c'est juste qu'il a cette espèce de freak grec complètement dingo qui est bizarre. Alors oui, et qui pas est que. Devant. Oui, tout à fait, mais pas que. Je veux dire, là tu parles de Giannis, en effet, il est énorme. Oh bah quand même. Mais AD, on a parlé avec Zion, évidemment, il y a toujours ses soucis de blessure. Oui, mais là tu vois, il joue un peu plus que Zion quand même, c'est quand même pas le même dossier quoi. Je les compare pas, je dis juste, vu que ce sont les éléments qu'on donne pour chaque dossier, là sur les blessures, Anthony Davis, ça le suit depuis son début de carrière. Là, il a joué 56 matchs cette saison, ce qui est bien, c'est son meilleur total depuis 2019-2020. Depuis longtemps, ouais, tout à fait. Donc on est content de dépasser la barre des 55 matchs. Quand AD est sur le parquet, on est dans la discussion du meilleur défenseur de la planète. Ah oui. Du meilleur rebondeur aussi. Du meilleur rebondeur. De l'ailier fort avec le plus de possibilités offensives parce qu'il peut space, il peut mid-range, il peut aller vers le panier, il peut catch alley-oop, il peut drive, il peut tout faire, provoquer des lancers. Donc ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça a réaugmenté en niveau de provocation de lancer. Il est remonté à 8 lancers. Il peut space mi-distance, quoi. Mi-distance. Hein. Ouais, bien sûr, il peut. Mais n'empêche que c'est mi-distance avec les talons sur ligne à 3 points, si tu veux. Parce qu'il est capable. On peut ne pas... pourcentages. J'aime pas ses pourcentages. J'aime bien quand il est dans un range de 5 mètres du cercle, moi. C'est son préférentiel. Mais tu peux. Voilà. Je veux dire par là, par rapport à son 1, là, dont on va parler, Giannis. Ah oui. Je veux dire, AD, tu le laisses à 6-7 mètres, c'est un danger. Giannis, c'est un peu plus un danger avec le temps, mais c'est jamais le danger qu'Anthony Davis. Mais par contre, Giannis, lui, il fout 30 points par match quoi qu'il arrive. Tout à fait, et on va en parler. Mais AD, s'il y avait moins de blessures, on pourrait peut-être entretenir davantage de débats. Là où je voulais te poser la question et avoir l'avis un peu des gens, c'est est-ce que AD, en fait, son plafond, c'est le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va viser le titre? Peut-être. Et c'est pour ça qu'il est derrière Giannis sans aucune discussion aujourd'hui. En fait, au-delà même des histoires de blessures, de machin et tout, c'est juste que AD, tout aussi fort soit-il, moi, il y a 2-3 fois, là, la campagne de playoff des Lakers, on se rend pas compte, les mecs, bon, ok, ils se sont fait sweeper en finale de conf. Ils sont quand même allés en finale de conf, ils ont quand même gêné les Nuggets sans réussir à leur prendre un match. Il y a quelques années, on avait vu AD profiter de la position d'un Dwight Howard à côté de lui pour faire très mal aux Nuggets. Là, on l'a vu aller au mastic. C'était compliqué, mais il est allé au mastic. Il fait une saison, moi j'ai vraiment bien aimé AD dans le combat cette saison. Au rebond, en défense et tout. En playoff, il a envoyé des matchs monstrueux. Memphis, comment Memphis, il a fait quasiment 30 contre en 6 matchs de Ah non, de il les a saoulés de ouf, même au rebond, il a envoyé des trucs extrêmement sales. Des énormes double-double en fait. Ouais. Tu vois, là, même l'opening de série contre Golden State, là, on s'était dit qu'est-ce qui va se passer. Il est arrivé à Golden State et il a fait pardon, c'est moi le trompa, quoi. Un peu moins de régularité. Parfois, il y a eu des trous d'air, même dans ces playoffs-là. Effectivement, il y a toujours le spectre des blessures. On a toujours l'impression que Anthony Davis n'est jamais à 100% en fait, entre guillemets, quoi. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, il est clairement derrière Giannis, sans parler même du fait qu'il a 2 ans de plus que Giannis en plus, parce que Giannis n'a que 28 ans. Et il dit à 30 ans. Bonjour. Voilà. C'est-à-dire que Giannis Antetokounmpo, il a l'âge de Randle, de Karl Anthony Towns et tout, ils ont le même âge. De Siakam, quel âge il a Siakam? Lui pareil, là, non 28-29, non? Dans le même range, quasi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Giannis a le même âge que ces gars-là. Donc il est dans le début de son prime, lui aussi, comme les autres. C'est ça aussi le truc. Et Giannis, là, ok, il s'est blessé au dos sur une sale chute dès le premier tour de playoff et ça a coûté très cher aux Bucks et félicitations aux Heat. Mais sinon, en termes de régularité, je vais délivrer là depuis 5-6 ans, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Non mais c'est énorme. J'allais parler après de Giannis parce qu'évidemment, je pense que je peux le faire. Non mais là je faisais un comparo. Bien sûr. Dans le comparo, on a mis tous les deux Giannis en 1 et Anthony Davis en 2. Je voulais juste réinsister sur cette histoire par rapport à Anthony Davis et peut-être qu'il y a des fans des Lakers qui vont ou d'autres simples observateurs qui vont dire non, d'accord, pas d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été promis à AD parce qu'on l'avait vu très tôt avec Team USA et on voyait le phénomène. Il y avait des matchs quasiment à 60 points et 20 rebonds. On était comme des malades. On voyait tout ce qu'il était capable de faire.
Et puis plus le temps avance, plus on voit aussi que c'est vraiment un extraordinaire et excellent lieutenant, quoi. Et lieutenant est très péjoratif dans son cas, parce qu'il est plus que ça. Vraiment, on peut dire que c'est quasi du 1A, 1B avec LeBron. En fait, en niveau de joueur des deux côtés du terrain et les dégâts qu'il est capable de faire dans les raquettes adverses des deux côtés du terrain, c'est un 1. C'est un 1, tout à fait. Mais je pense que comme moi, t'aurais du mal à te dire demain, Anthony Davis est la pièce numéro 1 de mon équipe et je vais aller chercher le titre. Blessure, et on se demande pour son leadership, et tout, on se demande, on se pose la question, quoi. Non, mais on est d'accord. Des questions qu'on se pose pas, qu'on s'est peut-être posé vite fait un moment, mais qu'on se pose plus du tout sur Giannis, en fait. C'est ça, et on peut en effet basculer sur le 1 qui reste Monsieur Giannis Antetokounmpo, malgré ce qui s'est passé au premier tour des playoffs, la face au Heat, qui est une dégringolade et une déconne totale, et on a vu les conséquences avec Mike Budenholzer qui a été prié d'aller se faire voir ailleurs. Giannis, on a eu ces interrogations. On peut revenir sur les 30 prévus en 30 jours d'il y a 5-6 ans, et on se disait, quand il était sous Joe Prunty, transition Jason Kidd, etc., et on se disait, est-ce que c'est le leader, il était jeune, mais est-ce que c'est le leader d'une équipe qui peut aller loin? Bon, maintenant c'est bon, on a la réponse. Il l'a prouvé il y a 2 ans. Il a montré l'année dernière également sans Middleton qu'il pouvait porter une équipe loin. Il enchaîne les régulières de très haut niveau avec des grosses stats, avec la course au MVP, la course au Deep-Boy, parfois les deux. Enfin, tu vois, genre à un moment donné... Bien sûr. Moi, j'en veux même pas aux fans de Milwaukee quand ils venaient nous prendre par le col, tu sais, en avril, et qu'ils nous disaient « Ouais, ok, il y a le débat Jokic versus Embiid, mais... qu'est-ce qui explique en fait que Giannis il est pas autant considéré MVP? Et tu sais que toi-même, je crois, on avait fait une vidéo où tu le mettais très très haut parce qu'en fait, 31 points, 12 rebonds, 6 passes, 1 contre, 1 interception à 55% au tir avec 63 matchs joués et que 32 minutes de jeu. Enfin, je veux dire, le mec, il joue 3 quarts. Franchement, il est trop fort. Et puis, il y a ce côté mental, il y a ce côté effort, il y a ce côté exemple. Qui fait de lui le leader que tu as envie d'avoir dans ton équipe. C'est pas le seul en NBA, mais il fait partie des. En gros, moi, quand tu me dis c'est quoi un leader, je peux te mettre des critères et assez vite je vais me dire ouais, Giannis il rentre bien dans les critères. Tu vois, voilà. Bien sûr. Et en fait, ça c'est hyper important dans le sport co. Dans le sport co, c'est crucial. Bien sûr. Donc voilà, il est 1, franchement il est 1. Je remonte le top 6, il est 1 chez EFOR. À vous de nous dire si vous avez mis autre chose. Si y en a qui mettent Anthony Davis, moi j'ai envie de dire allez-y, craquez vos doigts, essayez de donner les arguments, mais ça sera chiant parce qu'on ne pourra pas juste se baser sur un premier tour de playoff. Craquez pas trop fort vos doigts parce que Anthony Davis, on va vous craquer. On va craquer trop fort les doigts. Tout à fait. Dernière question, juste un peu pour boucler ce top 6, là je le remonte. L'écart le plus conséquent pour toi, il se situe entre quelle place? C'est entre Giannis et Eddie? C'est entre Eddie et Siakam? C'est entre 4 et 5. Pour moi, il y a vraiment un top 4. Ah ouais? Moi, Jaren Jackson, je l'accroche au wagon parce qu'il est plus jeune et j'y crois. Aujourd'hui, j'aurais tendance à y croire. Et je pense que derrière, on a bien vu d'ailleurs, on a eu des gros débats, on n'a pas du tout les mêmes joueurs tous les deux. Pour moi, il y a Jaren Jackson, il a de la marge pour moi. Sur les autres derrière lui. Il a de la marge. Moi, c'est entre 3 et 4. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression. Vas-y, je t'en prie, il a des résultats collectifs. Mais il a des résultats collectifs, il a progressé, il sait vraiment défendre, et il est pas si moins fort que ça en attaque. Non, je suis d'accord. Moi, c'est entre les places 3 et 4, puisque en fait, quand j'ai commencé mon classement, il y en avait 3, et puis après, j'ai commencé à réfléchir, quoi. Oui, ça je comprends. Moi, j'ai fait 1-2 tout de suite, et puis après, j'ai dit 1, et Siakam est arrivé vite, j'avoue. C'est ça. Ceci étant dit, et maintenant qu'on a fait ce magnifique top 6, on vous le remontre une dernière fois. Dites-nous, vous, qui sont vos 6 meilleurs ailiers forts actuels après la saison NBA 2022-23. Cette petite affaire roule et va continuer de rouler. On va se retrouver lundi prochain, évidemment, pour un autre poste. Attends, on a fait quoi? Meneur, arrière, ailier fort? Qu'est-ce qui reste? Je sens que ça va être un grand débat. Ouais, je pense qu'il y a un gros débat. Le classement est pas facile. Non, évidemment, on verra. Spoiler, par contre, attention, vous allez voir sur les autres places, ça peut très très vite discuter très très fort, notamment à la place numéro 2. Lol. On discutera de tout ça la semaine prochaine. On vous fait plein de bisous, très bonne semaine sur Trash Talk et à très vite. Et bisous. Ciao.